Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On fait un petit point très rapide sur les UT de flux, mais on va principalement ici se concentrer sur les cryptos où les choses ont bien avancé. Je vais quand même faire un tout petit rappel très bref, puisque rien de nouveau ici sur la situation sur le S&P 500. Donc si vous aviez regardé les briefs précédents sur ces UT-là, normalement ici, rien n'a changé. On est toujours dans le même contexte où beaucoup cherchent malheureusement un sommet qui, malheureusement, n'arrive pas pour l'instant, donc soyez prudents. La situation technique reste celle que nous avions prédit, c'est-à-dire dans une optique de flux, ce troisième flux était tradable. Ayant été squeezé sur sa fin, on devait bien prendre les profits sur la troisième borne ici, tout en sachant qu'il y avait donc une possibilité de la trader à la vente. Il fallait donc rester patient, en sachant qu'il y avait une probabilité que le flux relance. Ce flux a bien relancé, mais vous ne pouvez plus y participer. L'arrivée de la troisième borne ici, ça veut dire terminé. Le flux, pour ma part, n'est plus suivable à l'achat. Donc vous ne pouvez plus suivre ce flux, vous ne pouvez pas le vendre non plus, puisque vous savez qu'une séquence correctrice de 2 flux va suivre maintenant. Au minimum, hein, d'accord? Donc on reste très patient. C'est pas parce que les flux vendeurs n'arrivent pas qu'ils ne vont pas arriver d'un coup. Je vous rappelle que ici, les deux seules structures que vous pouvez exploiter, c'est si vous voulez absolument essayer de vous exposer à ce flux vendeur, le seul moyen que vous avez de le trader, c'est pas de chercher le sommet ici, mais de trader éventuellement une troisième borne qui pourrait se présenter, et j'ai pas dit qu'elle allait se présenter. Je dis si elle le fait, allez-y éventuellement, si vous voulez vendre, c'est là qu'il faudra le faire. Ok? Mais ça reste dans ce cas-là pour une opportunité vendeuse. Des take profit des acheteurs ont déjà été réalisés. D'accord? Donc là, attention, il y a bien une chose où j'ai vu certaines personnes, à mon avis ici, mal comprendre certaines règles. On peut tout à fait s'envoyer le premier flux sans faire de troisième borne. Hein. Donc là, on peut envoyer boom direct au sud. L'objectif, c'est juste que le contexte résistant doit glisser sous la moyenne qui doit être plate ou légèrement descendante. Et ça, je vous garantis qu'on peut le faire one shot. Et des cas d'usage qui se sont produits comme ça, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Donc, il n'y a pas de probabilité qui vous permet de structurer autrement que ce que je vous ai mis dans la séquence de flux. Et cette séquence de flux, elle vous dit juste que ici, d'accord, il faut qu'il y ait une troisième borne si vous voulez trader éventuellement ces flux. D'accord? Mais comme on a déjà eu la troisième borne, qu'elle s'est juste faite squeezer, à ce stade-là, le flux est terminé. On est juste en train de faire mumuse et d'un coup, on va pouvoir s'envoyer. La troisième borne, si elle est présentée, n'hésitez pas évidemment à la trader à la vente. D'accord? Mais c'est tout. Et ça, c'est uniquement pour ceux qui veulent tenter une exposition vendeuse. OK? Et n'oubliez pas que dans ce cas de figure-là, on peut tout à fait venir et repasser sous la zone précédente en explosant tout le monde. Hein. Donc attention au VTOP, c'est une possibilité. Dans ce cas-là, elle déclenchera le premier flux. De base, vous ne devez même pas chercher à vous y exposer. D'accord? Ça veut juste dire ici que dès que vous avez votre troisième flux, vous faites votre take profit. C'est ce qui nous a été fait. Aujourd'hui, on a une extension du flux. Attention, l'étape suivante, c'est la moyenne qui glisse sous le contexte qui glisse sous la moyenne. Donc ici, attention, la troisième borne n'est pas nécessaire. Cette troisième borne-là, elle est là pour récupérer vos profits, hein, j'insiste bien. Et elle s'est déjà produite dans la séquence maintenant. Ce qui nous attend, ce n'est pas forcément une nouvelle troisième borne, c'est une possibilité, mais ce n'est pas obligatoire. Là, ce qui nous attend de suite, de sûr dans la séquence, c'est, comme je vous l'ai dit, la moyenne qui bascule, les contextes qui basculent sous la moyenne. D'où l'intérêt, je vous dis, de comprendre qu'on peut tout à fait avoir un marché très volatile qui va s'envoyer à 180 degrés dans l'autre sens. Okay, et ce jusqu'à ce que les contextes vendeurs glissent sous la moyenne neutre. Okay, important, hein, parce que j'ai vu que certains se disaient il y aura forcément une troisième borne. Non, ça, c'est pas du tout écrit. La troisième borne, elle est là pour vous donner le take profit. C'est déjà fait ici. Et à partir de là, terminé. Hein, voilà. Donc on fait vraiment attention. Le fait de squeezer cette troisième borne ne change en rien ce qu'il en est. Ici, la troisième borne, elle a été validée. Hein, c'est juste qu'elle a été cassée derrière. Donc on fait très attention. On avait dit on ne trade pas cette troisième borne, mais on récupère des profits. Voilà. Ça, c'est important et essentiel, je voulais le rappeler. Je passe très vite sur les métaux parce qu'il n'y a pas d'évolution ici de la situation technique depuis la dernière fois. Par contre, sur les cryptos, on a des choses à se dire. Donc, rappel ici, on est aussi en 4 heures. Et on a eu donc cette situation pas forcément très facile à naviguer, où on avait dit ici, on avait cette magnifique pattern de Wyckoff pour ceux qui voulaient le tenter. Hein, ça ne fait pas partie vraiment de la stratégie, mais bon, je vous l'avais partagé quand même. L'achat sur le spring, et on avait dit quand on arrive dans le haut du range, ici, on aura deux choses. Soit on aura un sign of strength et une sortie haussière avec reprise direction de nouveau plus haut historique, soit ça va échouer et on va continuer de maturer le range. Bon, vous avez bien compris, peu de temps après, nouvelle alerte de volatilité, on repasse sous les moyennes, et on avait dit, qu'est-ce qui se passera dans ce cas-là? On va probablement se faire stopper et il faudra probablement reprendre un trade pratiquement sur les mêmes niveaux de prix,
mais cette fois un trade différent au niveau de la borne de volatilité. Donc pour ma part actuellement, le stop ici est bien à break-even, il n'a pas encore été déclenché, mais c'est pas passé loin, et par contre j'ai fait mon petit take profit là-haut comme prévu, hein, d'accord. Donc à ce stade-là, il y a un gain qui a été encaissé, le reste c'est un stop à break-even qui va probablement être déclenché, et s'il l'est, eh bien ça va déclencher une autre stratégie acheteuse. Quel était l'intérêt, et on l'avait bien dit la dernière fois, mais je veux le rappeler, c'est que ce sont bien deux trades différents. Ici, c'était trader une pattern de Wyckoff tout hypothétique, hein, puisque bon, Wyckoff en soi, ça reste très hasardeux. Ici, on n'a pas eu la validation de la pattern, malgré tout le sentiment qui était... Enfin, pour moi, toute la situation technique était positive, hein, on avait le sign of strength, ici, on avait tout pour repartir à l'achat. Ça n'est pas le cas, le marché prend la solution différente, rejette encore une fois le haut de range, et on reste toujours dans cette situation à la con, où on attend le départ du troisième flux sur cette moyenne, sur cette Bollinger Base. Ok, donc vraiment tranquille, ici on fait attention, donc l'histoire de Wyckoff, tout ça, c'est largement fait dépasser, ça n'a pas fonctionné, hein, c'est une pattern spéculative, je rappelle, moi je ne fais pas de la boule de cristal, je dis juste, voilà, Bitcoin a choisi son camp, il a choisi le camp de la volatilité, il relance une nouvelle fois dans le bas de range, il vient chercher les stops de ceux qui ont tradé ici, et c'est tout légitime, mais par contre, de nouvelles stratégies acheteuses doivent être déclenchées, alors même que les précédentes vont être invalidées pratiquement sur le même niveau de prix. Et on l'avait dit, ça peut être, et ça peut créer des conflits moraux de se dire, dans ce cas-là, je déclenche pas le stop. Oui, mais si, parce que vos stops n'ont pas la même distance. Normalement, ici, le trade que vous avez mis là devait avoir un stop relativement petit, puisqu'on tradait une pattern de Wyckoff. Pattern de Wyckoff, c'est une fausse cassure. Ça veut dire que vous ne devez pas mettre un stop hyper large. Donc ici, vous aviez un petit stop. Et en respectant cette stratégie, votre stop devait être mis à break-even. Quand vous avez mis votre stop à break-even, il n'y a pas de « ouais, mais bon, du coup, je le recharge, je le remets là ». Et non, parce que la taille de la position ne sera donc pas la même. Je vous rappelle, ici, vous pouviez risquer maximum 2%, mais avec un stop-loss qui faisait probablement cette taille-là. D'accord ? Ici, ça n'a rien à voir. Vous allez devoir payer une borne de volatilité basse dans l'objectif d'un troisième flux. Et ici, votre stop-loss, il n'aura pas du tout la même taille. Donc, c'est bien deux positions différentes parce qu'elles vont avoir deux tailles différentes. Et le fait de vous faire stopper la première pour en reprendre une, c'est nécessaire pour garder une gestion du risque correcte et durable. Si vous commencez à faire cette espèce de micmac de « mais je ne vais pas déclencher un stop pour retrader au même niveau », eh bien si, parce que ce n'est pas du tout les mêmes gestions du risque. Si à la limite c'était le cas, je pourrais le comprendre, mais là, c'est vraiment pas le cas. Donc ici, on applique, pour ma part, il n'y a pas de règle, d'accord, dans les stratégies de flux pour la gestion du risque. La seule règle, d'accord, c'est vraiment essayer de respecter ces signaux-là, c'est-à-dire jamais plus de 2% de risque et au minimum, d'accord, un stop loss de la taille du canal de tendance, d'accord. Donc pour ceux qui n'ont pas les canaux de tendance, vous pouvez appliquer la règle, hein, ici. Tout simplement, vous prenez la taille du contexte, au moins la taille de la moitié du contexte. Ça veut dire votre stop loss ici, ça va être a priori au minimum ça. D'accord ? Bon, ici, sur la borne de volatilité, étant donné le marché tendu dans lequel on est, hein, d'accord, si vous tradez sur la borne de volatilité qui se trouve ici, d'accord, le minimum en termes de taille de stop loss, donc on a dit c'est minimum la taille du contexte, enfin la moitié du contexte, ça vous mettrait un stop loss a priori ici, vers les 51 000 et des poussières. D'accord ? Moi, franchement, ici, vu les alertes de volatilité, je pense que c'est suicidaire de faire un truc pareil. Je pense qu'ici, il vaut mieux mettre vos stop-loss un petit peu plus bas que ça. Moi, ici, je prendrais au moins la taille du contexte, c'est-à-dire j'essaierai d'avoir un stop beaucoup plus large avec une invalidation éventuelle vers les zones des 46 000 $. Dans ce cas-là, l'essentiel, hein, de toute façon, c'est que vous ne devez jamais avoir des stops qui ont un ratio inférieur à 1. D'accord ? La règle ici étant que votre validation-confirmation se trouve ici, d'accord ? C'est-à-dire c'est votre zone d'objectif minimale. Vous avez interdiction formelle de récupérer quoi que ce soit comme profit avant 73 000 derrière, puisque c'est ici que vous confirmez votre troisième flux et que vous pourrez remonter votre stop à break-even. Donc c'est ici votre étape de validation et de confirmation. D'accord ? En aucun cas, vous ne devez avoir un stop qui est inférieur à 1 en termes de risk-reward ratio. Hein, d'accord ? Donc ça veut dire ici, quoi qu'il arrive, votre stop maximal ne peut pas être en dessous des 40 000. Ce n'est pas possible. Ok ? Donc vous mettez votre stop où vous voulez, entre, donc on a dit minimum 49 000, maximum 40 000. Vous faites a priori comme vous voulez. Moi, en général, j'ai plutôt tendance justement à aller chercher des stop-loss qui sont sur des zones a priori difficiles à venir chercher. Donc voilà, vous le dites a priori ici, moi je vais à peu près prendre un truc de la taille du contexte. Ok ?
En sachant, comme d'hab, j'insiste bien, qu'il faut payer cette borne de volatilité avec des ordres limites. Ici, il ne faut pas être là en mode ouais, mais je pense que ça va aller plus bas parce que ceci, cela, je ne sais pas quoi. Ça, c'est écrit nulle part dans la stratégie. Pourquoi ça irait plus bas ou je ne sais pas quoi. C'est juste, on touche la borne de volat, prenez un trade, point barre. Ok, il n'y a pas de notion de signaux, etc. S'il n'y a pas du tout de signaux et que vous avez peur, vous y allez, mais moins fort. Vous mettez dans ce cas-là qu'1% de risque et vous pouvez dans ce cas-là éventuellement vous offrir un stop loss plus large. Ou alors vous mettez 2% de risque, mais toujours pas plus que ça. C'est la limite haute. D'accord ? Mais pour ma part, si on touche la Bollinger, c'est impossible de ne pas prendre le trade. Donc vous avez un minimum d'implication à mettre et vous avez un maximum qui limite ce que vous pouvez mettre en termes d'implication. Vous avez aussi un minimum de stop loss et un maximum. Et tout ce qui respecte ces règles, c'est OK pour ma part. Il y a ceux qui vont choisir le risque maximum, je vais mettre 2% sur la taille de position et le plus petit stop qu'on a vu. Pour ma part, évidemment, maximisation du risque égale maximisation du reward, mais diminution conséquente de la probabilité de réussite. D'accord ? C'est toujours pareil, si vous maximisez le risque, à un moment donné, une petite mèche basse vous dégomme, et pour autant, vous aviez raison. Donc attention à bien moduler vos risques dans le cadre établi des règles qui sont écrites noir sur blanc. Ok ? J'insiste bien. Sur le cas d'Ethereum, qui est exactement la même chose, d'accord, bad range, ici il n'y avait pas de structure de Wyckoff, ok, donc ça a payé sur la moyenne, ça relance dans le haut de range, le rejet à nouveau ici dans ces structures qui sont complètement platifiantes, et ici bah, ça continue. On attend bien évidemment la même structure ici, avec des ordres d'achat actuellement vers la zone des 2900 sur Ethereum. Est-ce qu'on va y aller, pas y aller? Eh bien vous n'en savez rien, tout ce que vous savez c'est que si on y va, let's go. Ok ? C'est aussi simple que ça. Moi, pour ma part, il ne faut pas compliquer ici la musique outre mesure, au-delà de ça. Maintenant, je vais enfoncer la porte ouverte tout de suite, d'accord ? Puisqu'ici, ce sont les mêmes règles à appliquer, donc vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez soit trader du nœud, d'accord ? Soit vous... Enfin, vous voyez, ici, les bornes nœud étaient faciles à voir. Vous avez une borne ici et vous avez une nouvelle borne acheteuse là. Et vous pouvez tout à fait trader à l'achat à 3000 balles sur Ethereum. Par contre, ici, vous ne tradez pas du tout le flux, vous tradez du nœud. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez faire les deux en parallèle, mais il ne faut pas mélanger. Et dans ce cas-là, vous ne me foutez pas de 2% de risque sur les deux. Hein. Sinon, ça fait un peu entre soi quand même. Donc, mais par contre, deux objectifs différents. Si vous tradez du nœud, c'est j'achète le bas, je récupère dans la médiane. Ça veut dire j'achète ici, j'ai un ordre d'achat à 3100 avec un take profit à 3005. Et je ne vise pas plus haut. Hein. Je rappelle, quand on fait du nœud, c'est je dégage à la médiane du range. Hein. Okay ? J'espère que c'est clair. Et de même, si dans ce cas-là, vous faites un achat sur la borne de volat, son objectif à lui, c'est pas la médiane du range. C'est de valider le troisième flux en cassant et en clôturant au-dessus des 4100. Et à partir de là, vous pouvez mettre votre stop à break-even, etc., etc. Pour le positionnement des stops, c'est la même chose ici. Vous avez ici un stop beaucoup plus large que vous pouvez mettre. Ok ? Donc, à vous de voir, est-ce que vous voulez faire Bitcoin, Ether, Bitcoin et Ether? Vous comprenez bien quand même qu'il y a un entre-soi aussi sur les deux. Donc, si vous me foutez le maximum du curseur de risque, 2% de risque sur Ether, 2% de risque sur Bitcoin, que vous tradez en plus les bornes nœud, vous êtes en train de me foutre 8% de risque sur un truc qui est franchement très lié. Donc, attention à pas non plus, comme je vous dis, multiplier les petits pains en termes de risque sur des assets très fortement corrélés. Ok ? Donc, essayez de répartir votre risque, essayez de placer vos curseurs de risque en fonction de vos gestions personnelles, comprendre évidemment les différents mécanismes qui se sont sous-tendus derrière, c'est-à-dire si vous maximisez le risque, vous réduisez la probabilité de réussite, il n'y a pas de magie, hein. Donc attention évidemment à ne pas tirer trop maxi fort dans les curseurs. J'enfonce tout de suite une autre porte ouverte, il n'y a pas de flux à trader sur Solana, ça vaut pour tous les autres assets qui ne sont pas en tendance mensuelle, d'accord ? Il n'y a pas de tendance mensuelle sur ce truc-là, c'est un gros range au mieux et on ne voit même pas le contexte acheteur. C'est de dire, c'est impossible de considérer vraiment ça comme un range. Donc ici, vous n'avez pas de contexte, d'accord ? Puisque le mensuel, c'est du grand n'importe quoi. Ce truc vaut entre 200 $ et 0. Donc voilà. En hebdomadaire, vous n'avez aucune structure, puisque ici, vous avez une espèce d'excès manifeste retracé à 97%. Et ici, on remonte 2500%. On vient juste choper le haut de range et il ne se passe plus rien. Moi, pour ma part, ici, la seule chose qu'il y a à faire, c'est du nœud, hein, c'est-à-dire ne sachant quoi faire et ne sachant structurer ce truc. Alors, il y a ceux qui me disent « Ouais, mais de toute façon, c'est le turfu sur Solana, c'est là-bas qu'il y a tous les fondamentaux, je sais pas quoi. » Bon, moi, je vous dis, arrêtez vos conneries. On n'a jamais parlé de fondamentaux dans les trades de flux. Donc ici, vous êtes obligé d'appliquer la stratégie. À défaut de pouvoir faire du mensuel, parce qu'il n'y a pas assez d'historique, vous faites de l'hebdomadaire. À défaut d'avoir une structure en hebdomadaire, parce que si vous n'avez pas de tendance, d'accord ? Vous ne pouvez pas structurer une tendance. Il n'y a rien du tout. Ça monte dans la stratosphère d'un coup.
coup, on quitte pas de range, il n'y a pas d'installation de troisième borne, c'est juste du grand n'importe quoi, boule bear, etc. Donc, par défaut, quand vous ne savez pas, vous faites du nœud. Donc, comme on l'a dit, ici, le mieux que vous puissiez faire, c'est nœud en hebdomadaire, puisqu'il n'y a pas encore assez d'historique en mensuel. Donc, nœud hebdomadaire égale, voilà, vous vendiez à 204 et vous ne pouvez plus rien faire depuis. L'objectif a été atteint, c'était un retracement vers la zone des 115-120 que je vous avais d'ailleurs donné, et à partir de là, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus rien à faire en gestion à faible risque sur Solana. Le prochain achat, il se trouve à 60. Donc, ça fait loin, on est à 140. Donc, encore une fois, beaucoup de prudence, s'il vous plaît, sur cet actif. Je vois des niveaux de conneries extrêmement élevés, alors que la situation technique graphique, elle est très facile à lire. C'est le moins mauvais que vous puissiez faire, c'est l'hebdomadaire à trader en nœud. Et si vous êtes biaisé en mode de toute façon c'est bullish, bon courage, parce que je n'ai aucun des éléments qui prévoit ceci. Ok ? Donc on fait attention à tout ça, c'est le mieux que vous puissiez faire. Ça ne vous empêche pas de trader sur les ranges d'UT inférieurs, d'accord, puisque ici en 4 heures, vous avez bien une moyenne qui se trouve à l'intérieur des contextes. Donc là, vous pouvez faire du nœud. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis celui-là de range. Ce range nœud, il se structure ici, il a bien une troisième borne, on est sur la quatrième, le range est mature, donc il n'y a aucun problème. Vous aviez une belle borne à vendre ici, en perfecto à 187, et vous aviez une belle stratégie d'achat ici, en soutien vers la zone des 132, qui vient d'atteindre son objectif dans la médiane du range à 154, et terminé, d'accord? Ici, il n'y a plus d'achat à faire sur quoi que ce soit, d'accord? Donc Solana, c'est complètement fini maintenant, terminé, game over. Ce range nœud, vous venez de trader cette borne-là, la prochaine à trader, c'est revendre encore à 187. C'est tout, ok? Il n'y a pas de borne de volatilité à trader ici. Je vous rappelle, borne égale, vous avez touché une zone de faible risque sur les UT mensuels. Il n'y a rien en mensuel sur Solana, bon sang, donc s'il vous plaît, la borne mensuelle de Solana, elle est à 0 $. D'accord? Donc, je veux que vous compreniez ça, bon sang. Il n'y a pas de zone d'achat mensuelle sur Solana. J'ai vu des gens me dire, oui, mais c'est range mensuel. Non, non, c'est pas range mensuel. Pour un range mensuel, il faut venir frapper la borne. Il faut que Solana vaille 0 pour que vous puissiez redémarrer des flux acheteurs là-dessus. C'est pas le cas, donc arrêtez de me mélanger des trucs qui n'existent pas. D'accord? Le range que vous avez en hebdomadaire, il faut donc créer des flux qui repartiraient éventuellement d'une zone de support tradée à 60 d'abord. C'est-à-dire si vous voulez trader des flux sur Solana, il faut passer à 60 et ici, il faut me créer une structure de flux haussière. D'accord? J'espère que c'est clair. Hein? Moi, je ne fais pas de flux sur Solana tant qu'on n'a pas fait quoi que ce soit ici. Ok? J'espère que c'est clair. Dans ce cas-là, c'est hyper important que vous ayez bien structuré ce truc-là. Si vous voulez me trader éventuellement des flux d'un gros range hebdomadaire, même si pour ma part ici ça ressemblait plus à bull crack que vraiment quoi que ce soit, donc je dis déjà vous pouvez être très content que ce truc-là se soit relevé, parce que la plupart des cas spécifiques où ça pump comme ça n'importe comment et ça perd 97%, derrière ça fait traverser du désert, ça se relève jamais. Donc moi je vous ai averti, hein, d'accord, on ne fait pas de fondamental tout ça, mais Solana, il y a des structures techniques plus que questionnables. Donc on fait vraiment attention. Pour avoir quand même bouffé pratiquement 14-15 ans de marché, j'ai rarement vu des trucs comme ça. Hein. Donc on fait attention. Pour moi, c'est très anti-statistique ce qui se passe ici. C'est la preuve que c'est surtout de la psychologie. Donc on fait attention. Okay, si vous voulez rentrer dans les miasmes, dans les méandres du trading psychologique, moi on ne fait pas ça ici. D'accord, trader le sentiment et le délire spéculatif de certaines personnes, c'est pas ce qu'on fait ici. Donc, je recadre les choses. Il n'y a pas de structure technique sur Solana, pas d'achat avant 65 $. Vous faites ce que vous voulez d'autre en attendant. Moi, je m'en fous, mais vous tradez dans une dumb zone. Donc, je vous recommande sérieusement d'éviter de commencer à produire du jus de cerveau. La deuxième chose, c'est pour ma part que de la psychologie. Extrêmement dangereux ce token. Ne pas toucher, s'il vous plaît. C'est la seule recommandation technique que je peux vous faire. Maintenant, si vous voulez jouer les prédicateurs du futur et sombrer dans les méandres de la psychologie de marché, grand bien vous fasse, mais n'osez pas appeler ça du trading, s'il vous plaît. Voilà. C'est tout. On va s'arrêter là. Évidemment, ça vaut pour tous les autres tokens. D'accord ? Donc tous les autres tokens qui n'ont pas une structure de range établie ne peuvent pas structurer des flux. Et je ne veux pas vous voir structurer des flux à l'arrache là-dessus, en mode « ouais, mais de toute façon, ça va suivre Bitcoin et Ethereum ». Non, Bitcoin et Ethereum ont des fondamentaux extrêmement solides sur ces timeframes mensuels. Ils ont une séquence de flux bien visible en 4 heures. Celle-là, vous pouvez la suivre les yeux fermés.
Commencez à me faire le copier-coller de ce qui se passe sur Bitcoin et Ether, sur des altcoins beaucoup plus spéculatifs aux structures techniques complètement bidons, ça m'invite à dire « Merde, vous faites n'importe quoi, s'il vous plaît, faites attention ». Je ne fais que répéter ces choses-là depuis des semaines. On me reproche aujourd'hui de chier sur Solana. Non, c'est juste parce que Solana, c'est un espèce de délire complètement fou, donc on fait attention, ok? Je sais que beaucoup de gens adorent la psycho, etc., mais moi je suis ici pour vous apprendre des règles. Si vous vous apprenez par vous-même à briser ces règles pour le biais de tels délires psychologiques, etc., pour moi, vous en revenez au niveau d'un débutant. C'est-à-dire, vous cherchez des solutions rationnelles ou plus ou moins, je dis, très subjectives et irrationnelles pour arriver à faire ce que vous vouliez faire de toute façon. Et ça, c'est la définition de base d'un trading débutant. Ça veut dire, grosso merdo, vous avez décidé de faire un truc, soit parce que vous aviez envie de le faire dès le début, soit parce que des gens vous ont influencé à le faire sur Internet. Et après, vous cherchez toutes les bonnes raisons de justifier le choix stratégique que vous faites. C'est un choix qui est basé sur des biais complètement subjectifs et irrationnels la plupart du temps, et ça vaut au mieux sur une théorie de réussite statistique de l'ordre de 50-50. Sauf que comme on sait que dans le trading, c'est 80% de perdants et 20% de gens qui arrivent à peu près à s'en sortir pour 5% de gagnants, eh ben vous avez 80% de chances de vous planter. Donc arrêtez de faire ce genre de conneries, s'il vous plaît. D'accord ? Les gens, ces fameux 20% qui gagnent de l'argent dans le trading, c'est pas par le miracle de leur savoir et de leur puits de connaissances. C'est parce qu'ils font une gestion du risque. Et c'est ça que vous devez apprendre avant toute chose. On ne fait pas ce qu'on veut faire, on fait ce qu'on peut faire, avec des règles établies qu'on respecte. Si vous respectez mes règles, il n'y a rien que vous puissiez faire sur cet asset, s'il vous plaît. Et ça vaut pour tellement d'autres altcoins. Je prends celui-là comme référence parce que vous êtes tous omnubilés par ce truc, mais honnêtement, ça vaut pour beaucoup d'autres. Ceux qui sont en revanche sur des bas de range mensuels, d'accord, où eux, ils y sont, d'accord, là, allez-y, tradez-moi des flux en 4 heures sur AV, tradez-moi des flux bientôt aussi sur Atom, qui sont sur les bas de range mensuels, où on a des bornes visibles, elles ne sont pas perdues au niveau du niveau 0, d'accord? Ici, il y a des départs de flux qui vont se mettre en place. Là, vous pourrez les trader. Pour l'instant, on n'a rien. Mais encore une fois, vous arrivez à vous convaincre d'être vendeur sur des assets qui sont dans des bas de range établis avec des structures techniques visibles et vous arrivez à vous convaincre qu'il faut acheter des assets qui montent n'importe comment et je trouve ça très dangereux parce qu'encore une fois, les règles sont ce qu'elles sont. Ça me fait chier de devoir faire le vilain casseur de rêves tout le temps, mais en ce moment, je vois une espèce de dérive folle furieuse alors que moi, j'essaie de vous apprendre des règles. Règles qui sont claires, qui sont encore une fois pas une boule de cristal, ça ne prévoit pas le futur. Par contre, je peux vous assurer une chose, vous ferez toujours un bien meilleur travail que ces gens qui tradent ce qu'ils veulent. Avec un soupçon de statistiques et de la régularité dans l'application de ces statistiques, vous verrez que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent durablement dans les marchés. Maintenant, si vous voulez parier la maison sur le fait que Solana va gagner et pas AV, moi je m'en fous, c'est pas ce que je vous apprends à faire. J'apprends à louer 2% de risque par trade, et pour ma part ici, si vous avez 2% de votre capital à allouer, il vaut mieux le mettre sur les assets qui ont été cités et pas les autres. Voilà, c'est mon avis technique, maintenant vous en faites ce que vous voulez. L'avenir derrière a prouvé qu'il n'y a pas que la technique dans le marché. Quand il s'agit de tout parier sur un asset, ça devient clairement ici du pari. Mais on n'est pas en train de vous apprendre à parier ici, normalement. Donc, on ne va pas tourner en boucle 100 ans autour du truc. Allez, je vous laisse là-dessus. Je voulais faire ce rappel. Navré encore une fois de taper toujours sur les mêmes. C'est juste parce que ce sont les plus beaux exemples des dérives psychologiques que je constate actuellement et dans lesquelles vous ne devez pas sombrer. Sinon, encore une fois, vous effacez tout le travail que vous avez fait. Ces statistiques, je ne vous demande pas de les croire comme une religion en mode « le gars, il nous dit ça, mais en fait, c'est bidon ». Non, je vous ai demandé encore une fois de les vérifier par vous-même. Ces règles-là que je vous apprends, elles n'ont rien à voir avec Atom, Solana ou DYDX ou n'importe quoi, ça fonctionne sur pratiquement tous les marchés statistiquement viables et analysables. Pour ça, on l'a dit, il faut qu'il y ait suffisamment de volume d'échange, etc. Ok, ça ne se limite pas aux cryptos. Et normalement, si vous prenez 1000 graphiques et que vous appliquez ces règles sur 1000 graphiques, vous verrez que c'est pas possible de perdre du pognon. C'est juste fou, voilà. Mais comme je vous dis, encore une fois, ce sont des règles statistiques. Je ne vous demande pas de les croire, je vous demande de les tester par vous-même. Si vous n'avez pas cette confiance dans la statistique, c'est que vous n'avez pas assez éprouvé la stratégie et que vous êtes en mode « bon, je fais confiance ». Et il ne faut pas faire confiance. Ne me faites pas confiance, pas plus à moi qu'à n'importe qui d'autre sur Internet. Prenez ces règles, vérifiez-les par vous-même. Quand vous avez une vérification statistique, c'est-à-dire vous l'avez vu sur 100, 150, 200 graphiques, que vous voyez par vous-même que ça marche, quelle est la probabilité que vous ayez réussi par le biais du hasard sur 200 graphiques ?
Cette probabilité, elle devient très très faible. Et si vous la trouvez encore pas suffisante, continuez sur une centaine de graphiques de plus. Jusqu'à ce que vous ayez vu par vous-même que statistiquement parlant, ces règles fonctionnent. Suffisamment pour que vous ayez la confiance de les utiliser la 301e, 302e, 303e, etc. Tout en comprenant que si vous derrière pensez que ça permet de prédire la résolution positive du 303, du 304, etc., vous comprendrez bien que non. Par contre, sur une large plage et une large gamme d'applications, ça marchera toujours bien mieux que ceux qui tradent, ceux qui veulent voir. Ok? Donc on fait très attention à ça, je voulais faire ce rappel statistique. Allez, j'arrête de vous emmerder. Ciao, ciao.